Commençons par cette question. Elon Musk est-il un agent du chaos en Europe? L'homme le plus riche du monde s'immisce dans la politique européenne et déroule le tapis rouge à l'extrême droite sur sa plateforme X. Il a invité jeudi la patronne de l'AfD, Alice Weidel. L'AfD, c'est ce parti d'extrême droite allemand tellement radical que même le RN refuse de siéger avec ce groupe à Bruxelles, à discuter sur X où cette femme, cette patronne de l'AfD, a pu y dérouler de nombreuses contre-vérités, son discours sans jamais être contredite, allant même jusqu'à dire qu'Hitler était socialiste. Extrait. Donc, je veux dire, vous avez mentionné, vous savez, Hitler et tout le reste. Maintenant, il y a beaucoup de médias qui veulent dépeindre l'AfD comme étant d'extrême droite, comme associé d'une certaine manière ou d'une autre au nazisme ou quelque chose comme ça. Peut-être pourriez-vous répondre à cette préoccupation. Parce que vous savez, les gens, quand ils entendent une sorte de droite en Allemagne, ils ont, vous savez, naturellement une réaction un peu négative. Oui, merci pour la question. Tout d'abord, je voudrais, en tant qu'économiste, apporter un peu d'éclairage sur l'idée. Quand on parle d'Hitler, sur l'idée des nationaux-socialistes. À l'époque, pendant le Troisième Reich, les nationaux-socialistes, comme le dit le mot, étaient socialistes. Oui, tout à fait. Ils ont nationalisé les industries comme des fous. Oui, absolument. Il était communiste et se considérait comme socialiste. Voilà comment la patronne de l'AfD voit Hitler. Allons plus loin avec notre invité Pascal Boniface. Bonjour. Bonjour. Directeur fondateur de l'IRIS, auteur entre autres d'Israël-Palestine, une guerre sans limite aux éditions Erol. Pascal Boniface, à quoi joue Elon Musk ? Au désordre, effectivement, vous l'avez dit, au chaos, parce que pour lui, l'Union européenne est un ennemi. C'est un ennemi parce que l'Union européenne veut réguler les GAFAM, réguler les gens du digitaux. Il y voit une menace pour ses intérêts, à la fois financiers et politiques. Il a aussi un agenda politique. Il est né en Afrique du Sud de l'apartheid. Il est partisan de l'eugénisme. Donc ce n'est pas un progressiste. Il a un de ses enfants qui a changé de sexe, donc il est violemment anti-woke. Donc il a un agenda politique, mais il a surtout un agenda économique. Il ne faut pas que l'Europe, qui est la seule structure qui pour l'instant puisse s'opposer aux géants du numérique, puisse le faire. Il a subi une défaite au Brésil, puisque Lula il a pensé qu'il gagnerait contre le Brésil. Le Brésil a tenu bon, il a payé l'amende. Et donc il serait bon que l'Europe en fasse de même et qu'on ne cède pas. La différence, c'est que le Brésil n'a pas besoin de la protection américaine en termes stratégiques et que l'Europe estime qu'elle a besoin de la protection américaine contre la Russie. Et que donc le duo, ce couple Trump-Musk est à la fois une protection et en même temps un danger parce que, on le voit bien sur les tarifs, Trump veut lancer la guerre économique et donc on a ce paradoxe, nous sommes clairement menacés par la Russie sur le plan militaire, sur le plan stratégique et nous sommes menacés de façon différente par notre allié stratégique qui considère, c'est eux qui le considèrent comme tel, Trump et Musk aussi, que l'Union européenne est un ennemi sur le plan économique. Ennemi, le mot est fort. On sait que le patron de X, grâce à sa plateforme, a permis aux complotistes et aux extrémistes de pouvoir s'exprimer sans être censurés, selon les mots d'Elon Musk, à tel point que la France se demande si elle ne doit pas suspendre X. Écoutez Jean-Noël Barrot sur LCI. Nous n'accepterons pas que notre débat public soit pollué sur des plateformes de réseaux sociaux dont des règles seraient décidées par des milliardaires américains ou chinois. Ça n'est pas négociable. Le vote, les processus électoraux, les campagnes électorales doivent être protégés. C'est le fondement même, c'est le mur porteur de la démocratie. Ça n'est juste pas négociable. Est-ce que dans ce rapport de force, dans ce bras de fer, nous sommes à armes égales face à l'homme le plus riche du monde ? C'est une question de volonté. Si le Brésil l'a fait, pourquoi la France ne le ferait pas ? Nous sommes au moins l'égal du Brésil, voire un peu plus puissant. Et puis il y a aussi une Commission européenne. Le problème, c'est que la Commission européenne est un peu plus faible. Thierry Breton s'était opposé aux géants américains.
et ça l'avait un peu affaibli. Musk l'avait même insulté d'ailleurs quand il était commissaire. Là, il n'est plus commissaire et Mme von der Leyen a suspendu certaines enquêtes sur les GAFAM. Et Mme von der Leyen est peut-être moins prête à ce bras de fer avec les géants numériques américains. Il faudra voir, là, elle est un peu souffrante, donc peut-être qu'elle a moins dans l'agenda. Mais quand même, il y a une inquiétude. Donc, au niveau national, on peut tout à fait le faire, on peut appliquer cela. Et surtout, normalement, quelle plateforme peut se passer d'un marché de 450 millions de consommateurs? Une fois encore, si le Brésil a su faire rendre gorge à X et Elon Musk, je ne vois pas comment ni la France et encore moins l'Union européenne en tant que telle ne pourrait pas le faire. Le problème, c'est qu'il y a ce chantage à l'OTAN, ce chantage à la sécurité qui est permanent et que Donald Trump va mettre de façon encore plus forte. Faites ceci ou faites cela, sinon on arrêtera de vous protéger. Et les Européens sont effectivement très craintifs de la menace militaire russe et donc sont peut-être plus prêts à faire des concessions qu'en d'autres temps ou que des pays qui sont plus loin de cette zone d'affrontement ne le sont. Entre Trump et Musk, qui est le plus inquiétant, qui est le plus dangereux pour l'Europe ? Les deux, je dirais, les deux, mon capitaine. C'est que ce duo, Trump était déjà inquiétant, mais on peut dire que Musk vient encore plus exagérer cette menace. Combien de temps, d'ailleurs, les deux resteront ensemble ? Parce qu'il y aura un jour une guerre d'ego. Je ne suis pas sûr que Trump acceptera longtemps que quelqu'un soit plus connu et plus admiré que lui sur la scène mondiale ou apparaisse comme étant plus menaçant. Mais même s'il s'en séparait, Elon Musk restera quand même le patron de X, le patron de Tesla, le patron de Starlink. Et donc, c'est le problème, c'est que ces grandes fortunes, ces grands empires du numérique ont la puissance d'État et peuvent très bien entretenir un bras de fer. Mais une fois encore, il faut analyser les choses et prendre des décisions. La partie n'est pas perdue d'avance, en aucun cas, et il faut simplement être ferme sur les positions. Et effectivement, si on estime que X ne respecte pas les règles et que, encore plus, c'est une menace pour la nature du débat démocratique, il ne faut pas s'inquiéter de prendre des mesures parce que Musk cédera. Il ne peut pas se passer, une fois encore, ni du marché français, ni du marché européen. Dans le siège d'Elon Musk, Mark Zuckerberg et aussi Jeff Bezos, les grands patrons de la tech, ont choisi de se ranger derrière Trump comme l'homme le plus riche du monde. Le patron de Facebook et Instagram a choisi de renoncer au fact-checking, c'est-à-dire au dispositif de vérification pour laisser plus de place à l'opinion. Est-ce que Donald Trump a mis au pas les milliardaires qui lui ont fait allégeance comme les oligarques que l'on fait pour Poutine? Je pousse de manière un peu provocatrice la métaphore. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, c'était des gens qui détestaient Trump lors de son premier mandat. Oui. Il faisait campagne contre lui. Et là, Jeff Bezos a interdit à Washington Post de prendre position pour Kamala Harris. Et effectivement, Mark Zuckerberg a fait allégeance, on ne peut pas dire autre chose, a fait allégeance que le fait de ne pas faire de fact-checking. Le fact-checking, c'est très gênant pour Trump. Quoique ça ne l'a pas empêché d'être élu deux fois, finalement. Et que le mensonge peut triompher. Mais enfin, si au moins on ne peut pas contredire le mensonge, c'est encore mieux. Et donc, Mark Zuckerberg, c'est Meta, c'est donc Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est 3 milliards d'utilisateurs. Donc c'est une puissance de feu extraordinaire, sans parler de sa fortune. Ils vont tous payer leur écho pour la procédure d'inauguration de Donald Trump. Et donc ils se disent que ça sert à rien de se battre, qu'il est là pour 4 ans, et que finalement, comme Trump ne va pas à l'encontre, pendant très longtemps, la tech était démocrate. Et effectivement, Obama a permis leur fortune, etc. Et puis en fait, ils se sont aperçus que Trump n'était pas leur ennemi, qu'au contraire, Trump avait protesté contre les demandes européennes de régulation. Et donc, ils se sont dit qu'ils auront un meilleur défenseur avec Trump que Biden ou les démocrates qui, finalement, ont des traditions atlantistes plus établies. Ces gens-là ne regardent que leur intérêt à court, moyen terme, l'état de leur fortune. Ils n'ont 400 milliards, la fortune de Musk. On peut penser que faire de 100 milliards de plus? Mais enfin, voilà, c'est la course à la vitesse, c'est qui sera la plus grande fortune du monde, etc. Il y a une course d'ego aussi qui est très importante dans leur mentalité. Des gens à qui tout a réussi. Et donc, ils veulent continuer. Et effectivement, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui les contrôle. Trump, il y a quand même des procédures. Il y a un congrès, il y a la presse, etc. On voit bien que Donald Trump est très caricatural, mais jamais il n'a insulté à ce point la façon dont Musk a insulté, ne serait-ce que le Premier ministre britannique, le président et le chancelier allemand, qui sont quand même des partenaires majeurs pour les États-Unis. Et on n'est pas encore le 20 janvier.
Oui, Trump n'est pas encore investi. Ça risque de swinguer dans les jours qui viennent. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer pour mettre fin à la guerre en Ukraine, nous dit-on. Le président russe est prêt à rencontrer son homologue américain sans conditions préalables, dit le Kremlin. Ce serait une première depuis 4 ans. Trump va-t-il offrir l'Ukraine à Poutine, qui avait déjà refusé le plan de paix proposé par la Maison-Blanche ? Alors c'est la grande crainte des Ukrainiens, des Européens, effectivement, parce que Trump considère que les Américains sont las de la guerre, et dès son premier mandat, il disait qu'il voulait mettre fin aux guerres. Il est brutal, mais il n'est pas guerrier. Il veut faire une guerre économique, pas une guerre militaire. Il considère qu'il peut obtenir autant, voire mieux, et moins cher, en faisant une guerre économique qu'en envoyant des soldats se faire tuer et dépenser de l'argent et avoir la colère du peuple américain, qui est là un peu de cet interventionnisme militaire extérieur. Et donc, effectivement, il ne veut plus aider l'Ukraine parce qu'il pense qu'il vaut mieux aider les Américains, que la menace elle est à la frontière mexicaine et pas à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ores et déjà, Zelensky, d'ailleurs, en a pris son parti. On voit que tous les plans maintenant, y compris le président de la République, Emmanuel Macron, qui a admis des concessions territoriales dans son discours devant les ambassadeurs lundi, alors qu'auparavant, il n'en était pas question. Zelensky lui-même a dit qu'il pouvait concéder provisoirement, mais c'est un provisoire qui risque de durer, de perdre les territoires. Mais ceci étant, il faut dire que c'est le réalisme. Moi, je me suis fait insulter parce que je disais que l'Ukraine ne pourrait pas gagner la guerre et on m'a traité de défaitiste de Munichois, mais on ne peut pas gagner la guerre quand on a un pays de 30-35 millions d'habitants contre un pays qui en a 140, sauf à, effectivement, envoyer des soldats occidentaux, ce que personne ne veut faire en temps de guerre. En tout cas, c'est ce que demande pour la première fois Volodymyr Zelensky. Peut-être qu'il voit le compte à rebours se lancer, et il a clairement demandé aux Occidentaux, aux Européens, d'intervenir sur son sol. Écoutons-le précisément. Les objectifs de Poutine restent inchangés. Il veut détruire totalement l'Ukraine et nous briser tous, vous et nous. C'est pourquoi notre objectif est de trouver autant d'instruments que possible pour forcer la Russie à la paix. Je pense que le déploiement de contingents de partenaires est l'un des meilleurs instruments. Soyons plus pratiques pour rendre cela possible. Est-ce que c'est réaliste de penser que les Européens, même si ce ne sont pas forcément des troupes combattantes, vont envoyer des hommes et des femmes au sol en Ukraine ? Tant qu'il y a des combats, non. Parce que pendant toute la guerre froide, on a évité qu'il y ait un affrontement direct entre l'Est et l'Ouest. On ne va pas commencer maintenant. Et lorsque le président de la République a émis cette hypothèse, et le président américain et le chancelier allemand ont dit qu'il n'en est pas question. Ce qui est différent, c'est que si un accord de paix était trouvé, stationner des soldats de pays membres de l'OTAN en Ukraine pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, ça c'est envisageable parce que ce ne serait pas un pays en guerre. Mais aujourd'hui, si on envoie des troupes françaises, allemandes ou britanniques en Ukraine, on risque d'avoir un affrontement direct avec la Russie et c'est effectivement l'engrenage qui peut conduire à un affrontement généralisé. Et c'est pour cela que c'est le jeu de Zelensky de le demander. Depuis longtemps, il demande une participation parce qu'il sait très bien que seul il ne peut pas gagner la guerre. Et donc il a besoin de cela, mais les dirigeants occidentaux sont, disons, suffisamment alertés pour ne pas tomber dans ce piège. Et les Américains, déjà que Biden refusait et l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN et d'envoyer des soldats, ce n'est pas Trump qui va le faire. Les États-Unis et les Britanniques annoncent des sanctions contre les secteurs du gaz et du pétrole pour, je cite, saper la plus grande source de financement du Kremlin. Zelensky salue un coup important porté à l'effort de guerre russe. Frapper la Russie au portefeuille, c'est ce que les Occidentaux tentent de faire déjà depuis 2 ans. Est-ce que ça a vraiment handicapé Poutine ? Alors ça l'a affaibli, mais ça ne l'a pas handicapé. Il a continué la guerre et il continue. L'économie russe est en difficulté, mais elle n'a pas été mise à bas comme on le souhaitait. Et en fait, nous aussi, on s'est mis en difficulté, puisque nous payons notre énergie 4 fois plus cher que les Américains. Et que donc, on perd un peu en compétitivité par rapport à notre allié américain. Mais effectivement, ça gêne la Russie. Ces sanctions, et d'ailleurs, un des buts de Poutine est la levée des sanctions. Et un des enjeux de la négociation entre Trump et Poutine sera justement la levée des sanctions que nous avons mis en place et qui pénalise la Russie, mais pas suffisamment pour la mettre totalement à genoux, parce qu'il y a des moyens de contournement et qu'elle s'est organisée depuis longtemps pour le faire. Et qu'elle vend quand même son gaz et son pétrole qui sont demandés sur le marché international, dont une partie d'ailleurs revient par des voies détournées en Europe.
Le torchon brûle entre Paris et Alger. Bruno Retailleau a accusé l'Algérie de chercher à humilier la France après avoir échoué à expulser un influenceur algérien que l'Algérie ne voulait pas accueillir sur son territoire. Est-ce que vous pensez que l'Algérie cherche à, si ce n'est humilier, à déstabiliser la France? En tous les cas, le torchon brûle, vous avez parfaitement raison. Il y a une sorte d'engrenage. Les paroles, au départ, c'est le rapprochement entre la France et le Maroc qui est très mal vécu par l'Algérie, qui prend des mesures et des déclarations, disons le fait. Alors, il y a l'arrestation de Boualem Sansal qui choque les opinions françaises et la diplomatie française. Le fait de parler publiquement que l'Algérie se déshonore n'a pas arrangé les affaires. Et donc, il y a... C'était les mots d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, effectivement. Pour dénoncer l'arrestation de l'écrivain. Vous et moi, on peut dire ça, pas un président de la République. Et donc, effectivement, si on ne pouvait pas penser qu'après de tels propos publics de la part du président, les gens allaient dire « Ah oui, vous avez raison, on va libérer Boualem Sansal tout de suite, parce que... » etc. Donc, ça ne pouvait effectivement que raidir un peu. Et le fait, effectivement, de ne pas accepter quelqu'un qui a expulsé du sol français est une façon, c'est une mesure de rétention à l'égard de la France. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller, parce que les médias, les esprits s'échauffent, et dès qu'il s'agit de relations entre la France et l'Algérie, eh bien, très vite, il y a des gens qui me demandent des mesures radicales. Nous avons quand même un destin lié. Il faut de revenir à un dialogue normal. Mais effectivement, la France ne peut pas complètement se laisser balloter comme cela, et il faut obtenir que les gens qui font de l'influence soient sanctionnés s'il est prouvé. Il y a des mesures de justice qui peuvent être prises. Mais est-ce que vous pensez qu'ils sont instrumentalisés par le pouvoir algérien? Alors certains peut-être, en tous les cas, il faudrait voir un peu l'enquête, mais disons que l'Algérie n'est pas bien disposée, le pouvoir algérien actuel n'est pas bien disposé à l'égard de la France, et tout ce qui peut mettre un peu des bâtons dans les roues de la politique française est le bienvenu pour le régime algérien pour le moment, effectivement, qui a un désir de revanche par rapport aux évolutions diplomatiques et politiques intérieures françaises. Mais personne n'a à gagner à la rupture. Donc comment faire pour ne pas perdre la face? Parce que les Algériens non plus, les Algériens ne voudront pas perdre la face. Donc la vraie question qui se pose, la question intelligente, c'est comment faire pour reprendre un dialogue sans qu'aucun des deux protagonistes ne perde la face, parce que personne n'acceptera de la perdre, bien sûr pas la France, mais pas non plus l'Algérie. Est-ce que vous pensez que le point de non-retour a été encore atteint, ou est-ce qu'il y a des perspectives de réconciliation? Le point de non-retour, ça serait la rupture des relations diplomatiques et le rappel des ambassadeurs. L'Algérie n'a pas amené d'ambassadeur. Nous avons un ambassadeur en Algérie qui est toujours là, et donc c'est pas un point de non-retour, mais il suffirait de peu, parce que comme c'est aussi un débat qui est très public et qui est très émotionnel pour des raisons historiques, culturelles, les relations entre la France et l'Algérie sont quand même bouillantes, et donc effectivement ça peut aller très facilement à un point de rupture. Je voudrais qu'on parle de la situation en Syrie. Est-ce que le vernis de l'islamisme modéré est déjà en train de craquer? Le nouveau maître de Damas, Abou Mohamed al-Joulani, qui a changé son nom de guerre pour celui d'Ahmed al-Shahara, a remplacé sa tenue militaire par un costume cravate, des discours virulents, par un langage plus diplomate. Et il a nommé pour la première fois dans l'histoire de la Syrie une femme gouverneur de la Banque centrale. Il a donné des gages d'ouverture, ce qui a poussé les Américains à lever une partie des sanctions contre Damas. Mais voilà, il y a eu cette séquence qui a beaucoup été commentée à travers l'Europe, où al-Joulani a refusé de serrer la main. Il a à peine regardé dans les yeux la ministre allemande des Affaires étrangères. On sait que le nouveau régime veut transformer les programmes scolaires pour faire de la place à l'enseignement islamique dans sa vision la plus conservatrice. Et on a également appris que le nouveau ministre de la Justice avait été identifié dans des vidéos de 2015 qui le montrent participer aux exécutions de femmes à Idlib, accusées de corruption et de prostitution. Regardez cette séquence, on a évidemment coupé la partie où la femme est exécutée. وبعد لقد تم الحكم على هذه الامرأة بحكم القتل للإنجاز والامتهان للدعارة وقد كانت تعمل في هذه الدعارة في هذه القرية وبناء عليه قررت مجلس العلماء التي صادقت على هذا الحكم بإقامة هذا الحد. Est-ce que c'est le vrai visage, le visage caché du nouveau gouvernement syrien? Il est certain que dans ce nouveau pouvoir, il y a des gens qui ont du sang sur les mains.
parce qu'ils ont fait le djihad, etc. Donc le tout est de savoir si globalement, le régime, peut faire une ouverture. Alors, l'histoire de la main, très honnêtement, on a peut-être fait beaucoup plus de choses. La question des programmes scolaires me paraît peut-être plus inquiétante. En tous les cas, nous avons intérêt à ce que ce régime ne revienne pas en arrière. Nous devons engager avec lui un dialogue vigilant, mais ça ne sera pas un régime démocratique occidental. Dès le départ, on le sait. Mais nous avons des relations diplomatiques dans la région avec des pays qui ne sont pas des régimes démocratiques occidentaux et avec lesquels nous avons intérêt à dialoguer et nous le faisons sur un assez grand pied. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont certainement un passé un peu lourd. Il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas trop mis en avant. Mais... Parce que ministre de la Justice, alors qu'il a déjà accordé des interviews à des médias français en expliquant qu'il faudrait appliquer la charia, c'est un petit peu inquiétant. Il y a d'autres pays qui appliquent la charia avec lesquels nous avons des relations diplomatiques également. Donc il faut s'assurer que la Syrie ne devienne pas un nouveau nid de terrorisme. Nos intérêts sont là. Que la Syrie ne devienne pas non plus un havre de terrorisme comme ce fut le cas lorsque l'État islamique. Ensuite, une fois encore, il faudra faire avec ce que l'on a et on n'aura pas une génération de gens qui correspondent tout à fait à nos valeurs qui vont prendre le pouvoir en Syrie. Le tout, c'est de voir jusqu'où les choses sont acceptables ou pas. S'il y a un dialogue au fur et à mesure, le nouveau régime doit réussir économiquement. 90% de la population syrienne est en deçà du seuil de pauvreté. Donc leur objectif, il doit être plutôt un objectif économique, un objectif religieux. Et donc, s'ils veulent vraiment réussir le retour sur la scène, le redémarrage de l'économie syrienne, il ne faudra pas qu'ils soient un foyer du terrorisme et qu'ils envoient des messages de haine. Ça, c'est quand même notre sécurité. C'est ce qu'il faut s'assurer en premier. Ensuite, effectivement, il y aura des imperfections et il y aura des atteintes aux droits de l'homme dans ce régime. Mais ce n'est pas le seul régime dans lequel il y a des atteintes aux droits de l'homme avec lequel nous sommes en relation. L'Occident révèle son éternel aveuglement vis-à-vis de l'islamisme. C'est ce que dit l'écrivain Kamel Daoud. Est-ce qu'on fait preuve de naïveté vis-à-vis du nouveau régime syrien ? Non, je pense qu'on n'a pas renvoyé encore d'ambassadeur. On regarde un peu comment ça se passe. J'ai pas l'impression qu'on fait preuve de naïveté sur l'islamisme, qu'on ne parle que de ça et on dénonce l'islamisme chaque jour dans tous les médias. Donc, si on fait preuve de naïveté, je ne sais pas où serait la vigilance. Et parfois même en mélangeant un peu musulmans, islamisme, terrorisme, etc., en faisant même parfois des amalgames. Donc, je vois pas où est la naïveté là-dedans. Je pense que, dites-moi les journaux qui ne parlent pas d'islamisme, dites-moi les médias qui n'en parlent pas. C'est plutôt assez sur la pointe de l'agenda. Que nous réserve, à votre avis, Al-Joulani ? C'est quand même un personnage complexe qui a rompu avec Al-Qaïda, qui a quand même un passé de djihadiste. Oui. Est-ce qu'on peut devenir un homme modéré avec un tel passé ? Enfin, modéré, ça dépend de ce qu'on appelle modéré. Oui. En tous les cas, qui ne porte pas atteinte à nos intérêts. C'est ça qui est le plus important. Mais en tous les cas, s'il veut réussir, si vraiment il est animé par une fibre nationaliste syrienne, il faudra qu'il continue sur cette voie-là. Parce que s'il reprend les armes, on va couper toutes les relations. Et donc, en fait, les Occidentaux et les pays arabes voisins ne s'engageront avec lui que s'il respecte certaines règles. Et c'est ça l'enjeu. Si, au fur et à mesure, par un dialogue, une fois encore... Vous savez, il y a des moments où les gens se transforment et ils pensent que leur intérêt, ils étaient en guerre, il faut qu'ils soient en paix. Ils avaient une idéologie, il faut qu'ils changent. Gorbatchev, quand il arrivait au pouvoir, on pensait qu'il allait bouffer toute l'Europe occidentale. Ça n'a pas été le cas. Donc, je ne veux pas comparer Al-Joulani à Gorbatchev. C'est pas du tout l'occasion, mais c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais en tous les cas, peut-être que... Alors, la question, c'est, est-ce qu'il faut le prendre au mot ou au fait ? Prenons-le au fait. On ne va pas uniquement le prendre sur parole, comme on l'a fait d'ailleurs pour d'autres régimes. Donc, il faut voir si, dans les faits, ces paroles sont confirmées. Les talibans ont dit qu'ils ont changé, et très vite, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas changé. Oui. Et que leur promesse d'avoir des talibans 2-0 se sont vite, pour ceux qui le pensaient, avérées nulles. Joulani, ce qui se passait à Idlib, c'est pas un taliban. À Idlib, il y avait une très relative liberté, mais en tous les cas, les femmes pouvaient avoir une éducation, pouvaient sortir, etc. Donc, il faut le voir. Il ne faut certainement pas lui signer chèque en blanc, ni dire, voilà, c'est formidable, Bachar est tombé, donc tout va bien. Mais il faut le voir patiemment, quelles sont les mesures qu'il prend. Donc, effectivement, il nomme une femme à la tête de la Banque centrale, c'est très bien. Il nomme à la justice quelqu'un qui a du sang sur les mains et qui a exécuté des femmes. C'est un symbole qui est un peu moins glorieux quand même. Et donc, il faudra prendre toutes les mesures au fur et à mesure pour ce qu'elles sont et les juger sur les faits, parce que les mots sont les mots, mais ce qui est important, c'est ce que l'on fait.
Dans le dossier du Proche-Orient, Donald Trump a promis au Hamas, dans la bande de Gaza, un véritable enfer si l'affaire des otages n'est pas résolue. Quelle marge de manœuvre a-t-il de plus que Joe Biden ? Je dirais quelle marge de manœuvre il a de plus que Netanyahou pour l'enfer. Parce que je ne pense pas que Gaza soit un paradis pour le moment. Donc il peut effectivement encore plus bombarder, encore plus... mais je pense que l'enfer existe déjà à Gaza. C'est ce que disent toutes les ONG sur place, tout le système onusien. Donc est-ce qu'il peut encore un peu plus monter la température ? Mais l'enfer, il est déjà là. Donc je ne vois pas ce qu'il pourra, sauf à complètement raser Gaza. Mais Gaza est déjà rasé à 70%, 75%. Est-ce qu'il pourrait autoriser Netanyahou à frapper les infrastructures nucléaires en Iran ? Oui, ça c'est effectivement ce qu'espère Netanyahou. Et c'est la seule chose que Biden avait obtenue de Netanyahou. Biden avait demandé des centaines de choses, enfin des dizaines de choses à Netanyahou. Un cessez-le-feu, l'accès à l'aide humanitaire, ne pas le contrôle du corridor du Philadelphie, etc. Plein de choses. Netanyahou a toujours dit non. Et Biden a continué à livrer des armes. La seule chose que Netanyahou a écoutée, c'est ne frappez pas massivement les installations pétrolières et nucléaires iraniennes, sinon on risque d'avoir un baril de pétrole à 150-200 $ et une crise internationale économique. Alors, est-ce que Trump va dire « vas-y, tu peux y aller », mais en même temps, la différence entre le premier et le deuxième mandat de Trump est un très solide allié d'Israël, il a mis l'ambassade à Jérusalem, il reconnaît l'annexion du Golan, etc. Mais maintenant, les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite sont moins bonnes que lors de son premier mandat, parce que lors du premier mandat, l'Arabie Saoudite partageait la vision d'Israël de l'Iran menace existentielle. Depuis, il y a une reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et l'Arabie Saoudite n'a aucune envie que les champs pétroliers de la région soient rasés ou qu'il y ait une guerre généralisée. Et Trump a aussi de très forts intérêts, une très forte alliance avec l'Arabie Saoudite. Donc il faudra voir comment il va orienter cela. L'espoir de Netanyahou, c'est de pouvoir effectivement finir le boulot pour complètement décapiter l'Iran. Et je ne suis pas sûr que les Saoudiens estiment que ce soit dans leur intérêt qu'ils le fassent. Donald Trump a promis qu'il mettrait fin à toute une série de conflits actuellement dans le monde et lui-même a allumé la mèche en envisageant d'acheter ou d'annexer le Groenland. Peut-être même en utilisant la force. Il n'a pas écarté cette option. Est-ce que c'est crédible ? Alors non, c'est pas crédible, enfin on n'est plus au 19e siècle, quoique, mais je pense que c'est une tactique de négociation de la part de Trump, qui dit qu'il maîtrise l'art du deal, et il l'a prouvé maintes fois d'ailleurs, c'est de dire il fait peur aux Danois, et les Danois vont permettre aux industries américaines d'exploiter les ressources minières du Groenland. De même qu'il fait peur au Panama pour que le Panama baisse les tarifs sur le passage pour les navires américains. Et il fait peur au Canada pour que les Canadiens ne fassent pas obstacle aux entreprises américaines pour l'extraction des matières premières énergétiques ou autres au Canada. Il vise d'ailleurs Canada et Groenland, c'est deux ressources majeures de matières premières. Et donc, bien sûr, il gagnerait une guerre contre le Canada, il gagnerait une guerre contre le Danemark, etc. Mais il se dit, je fais peur, je rentre dans le bar, je menace tout le monde de leur casser la figure, et du coup, je n'ai pas besoin de le faire, puisque les gens ont peur et qu'ils vont accéder à mes demandes. Il n'aura pas tout ce qu'il demande, mais il aura quelque chose. Et donc, il a une brutalité économique, une brutalité verbale, mais pour l'instant, il n'a pas lancé de guerre au cours de son premier mandat, et on peut penser qu'il veut en faire de même. Il a dit qu'il ne lancerait pas de guerre, et pour l'instant, il a tenu parole. Il ne veut pas effacer les frontières américaines à la Poutine qui disait que la Russie n'avait pas de frontières. Non, il n'a pas... Disons que lui, c'est son empire économique qui compte. Et donc, finalement, si on lui laisse exploiter les richesses d'un pays, il est très content et qu'il ne va pas se lancer dans une guerre qui, quand même, pourrait, s'il voulait envahir le Danemark ou le Canada, ça poserait certains problèmes, non seulement internes, mais également internationaux à Donald Trump, même si, effectivement, le droit international, il s'en moque, mais c'est la guerre qui lui fait peur. Et il sait très bien que les Américains ne veulent plus de guerre.